Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce panel de très haute importance qui traite d'un sujet primordial pour notre monde et notre continent. Je suis Lamia Bazir et j'ai l'honneur de modérer ces discussions essentielles aujourd'hui. Dans un monde confronté à des défis croissants, qu'il s'agisse du changement climatique, des pressions démographiques ou des besoins toujours grandissants en ressources naturelles, l'eau reste au cœur de notre avenir collectif. Elle est un pilier non seulement de la sécurité humaine, mais aussi de la stabilité économique, géopolitique et environnementale. Pourtant, l'accès à une eau sûre, durable et équitable est loin d'être garanti pour tous. En Afrique, notre continent, la sécurité hydrique représente à la fois un catalyseur, mais aussi un défi pour la croissance et le développement durable. Aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'Africains qui sont privés d'eau potable. D'ici 2030, la croissance démographique, qui atteindra 1,6 milliard d'habitants, augmentera de manière cruciale les besoins de notre continent. Alors que les investissements actuels demeurent insuffisants, le coût de l'inaction, lui, sera déterminant. Au Maroc, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le bénisse, a hissé la problématique de l'eau en priorité nationale et a fait de la gestion durable de l'eau une responsabilité collective qui engage chaque citoyen, chaque administration et chaque entreprise. Aujourd'hui, nous aborderons les enjeux liés à l'investissement dans l'eau sous différents angles: infrastructures, innovation technologique, partenariat public-privé, politique de gouvernance et mobilisation citoyenne. Plus important encore, nous chercherons à comprendre comment ces investissements peuvent renforcer la résilience mondiale face aux crises futures et soutenir le développement durable des communautés africaines et mondiales. Pour nous éclairer, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir des décideurs et des experts de premier plan qui, par leur engagement, façonnent les réponses aux défis hydriques d'aujourd'hui et de demain. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en donnant la parole à nos intervenants sous vos applaudissements. Je commencerai par Monsieur Loïc Fauchamp, président du Conseil mondial de l'eau, mais aussi membre du groupe d'experts de haut niveau de l'ONU sur les désastres et l'eau. Je voudrais vous poser une question d'ordre général tout d'abord. Quelle est la situation de l'eau aujourd'hui et de demain dans le monde, notamment sur le continent africain, et pourquoi faut-il investir? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. J'étais là pour le premier il y a 16 ans et j'ai promis de revenir dans 16 ans pour le 32e, Med Days. Merci et très heureux de parler en présence de mon ami le ministre Baraka, avec lequel nous travaillons quasi quotidiennement. Je voudrais juste faire un tout petit aparté sur la question de l'utilisation du mot résilience. Je voudrais attirer l'attention, je le fais très souvent, sur le fait qu'à trop utiliser ce mot un peu n'importe comment, on finit par le galvauder et surtout on ne l'utilise plus à bon escient. La résilience, c'est la capacité à rebondir, c'est la capacité à s'adapter à un choc traumatique, qu'il soit personnel ou qu'il soit collectif. La résilience du Maroc après le tremblement de terre, la résilience demain, je l'espère, de Valence après les inondations. Et je le dis parce que ça fait le lien tout à fait naturel avec ce à quoi nous faisons face pour l'eau. Et il faut d'abord préciser la menace, ensuite il faut parler de l'événement, et puis évidemment ensuite de la manière dont on répond à l'événement, et c'est là qu'on entre dans la résilience d'un individu, d'une nation, d'une communauté humaine. Alors les menaces sur l'eau, évidemment il y a le climat, bien que nous ne sachions pas très bien où nous allons. D'abord parce que le groupe sur le climat, le groupe intergouvernemental que vous connaissez, IPCC en anglais, GIPC en français, il n'a pas le sujet de l'eau dans sa feuille de route.
Et je me souviens, ici à Tanger, il y a une douzaine d'années, le président d'IPCC nous disant je ne parle pas de l'eau parce qu'on ne me le demande pas. Et il avait ajouté en souriant je n'ai qu'une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors tout le monde ici était très attentif. Il disait avec le climat, probablement bientôt les Anglais vont faire du vin. Et ça sera une catastrophe liée à l'eau. Au-delà de la plaisanterie, notre vraie inquiétude aujourd'hui, notre vraie difficulté, plus qu'une inquiétude, c'est la démographie. Et on ne parle pas assez de la démographie en même temps que le climat. On n'est pas climato-sceptique en parlant de la démographie. On dit attention, il y a un autre sujet que nous avons à traiter, c'est un sujet plus immédiat. Nous sommes à Tanger, et avec grand plaisir d'y être. Tanger, il y a 10 ans, 600 officiellement, un chiffre officiel que j'ai regardé, Tanger, 950 000 habitants. Aujourd'hui, chiffre marocain, 1,3 million d'habitants, Grand Tanger. Dans 10 ans, annoncé 1,6 million d'habitants. C'est une masse d'eau considérable qu'il faut mettre à disposition, et je ne parle là que des usages domestiques, pas de l'agriculture, pas de l'industrie. C'est environ 40 millions de mètres cubes, 50 peut-être, à mettre en place, à mettre en service, à produire chaque année. Là n'est pas l'écart le plus important. Comme il y a beaucoup de représentants du Congo ici aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, comme on dit dans le mauvais français, c'est pas la même mayonnaise. Kinshasa, il y a 10 ans, 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, 17 millions d'habitants. En 2034, 25 millions d'habitants, soit 250% d'augmentation en 20 ans. Ça représente 250 à 300 millions de mètres cubes à mettre chaque année en plus dans les réseaux, uniquement pour l'eau domestique. Donc à travers ces chiffres, je veux attirer votre attention sur le fait que notre préoccupation, celle du ministre, celle à l'échelle mondiale, c'est de répondre à cette croissance démographique qui ne concerne pas que l'Afrique, mais aussi l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Amérique du Sud. Et donc, à cela vient s'ajouter ce que vous connaissez bien, la concentration urbaine, je viens d'en parler. Un urbain consomme plus qu'un rural. C'est comme ça. Mais on a aussi à faire face à l'élévation des niveaux de vie. Et le Maroc en sait bien quelque chose. Et donc, au fur et à mesure que on améliore son niveau de vie, on consomme plus d'eau. Parce qu'on achète une voiture, parce qu'on achète plus de vêtements, etc., etc. Et chaque fois, c'est de l'eau. Et c'est pas de l'eau virtuelle, c'est de l'eau réelle. Et puis, il y a le tourisme. Très préoccupant dans certains pays, au-delà d'ici, mais qui commence à pointer son nez sur telle ou telle ville. L'excès de tourisme. Un touriste consomme 4 à 6 fois plus d'eau qu'un habitant. Toutes les études de l'Organisation mondiale du tourisme le montrent. Parce que on va à la piscine, parce qu'on se lave plus, parce qu'on joue au golf, parce que ceci, parce que cela. Et donc, le tourisme est un facteur aggravant de la demande en eau. Donc tout cela, nous devons le prendre en compte. Et pour l'Afrique, vous l'avez cité, madame, 1,5 milliard à 2 milliards d'habitants en plus à la fin du siècle. Où est l'eau? Où sont les terres? Où sont les engrais? Où sont les capacités humaines? Où est l'énergie? Où sont les capacités humaines pour investir? Alors, la vraie question de départ, vous l'avez posée, madame, c'est faut-il investir? Oui, il faut investir. Bien sûr qu'il faut investir. Et ne pas écouter certaines âmes un peu égarées qui veulent prôner la décroissance. Oui, il faut investir, mais l'investissement n'est pas que financier. L'investissement doit être aussi humain, psychologique, parce que ayez présent à l'esprit, et ces jours-ci des éléments de presse le montrent, nous avons à faire face à 3 menaces sur la vie des citoyens. L'air, les sols et l'eau. La pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau.
Une étude de The Lancet, la principale revue scientifique anglaise, est sortie avant-hier, indiquant qu'il y a 1,6 million de décès dus simplement à la pollution, due seulement aux incendies. Actuellement, la ville de Delhi, la capitale indienne, croule sous une pollution 60 fois supérieure aux règles de l'office de l'OMS, pardon. Et donc, nous avons environ 4 à 5 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause des différentes pollutions. Ça nous amène à quoi? À toutes sortes d'impératifs. Je serai aussi rapide, mais je laisse mon temps de parole pour la fin, sauf si vous voulez bien me donner 30 secondes à la fin pour dire tout le mal que je pense du Maroc, hein, s'il vous plaît. Donc, on va un peu par trois. Nous avons 3 impératifs. Sécuriser l'eau, généraliser l'assainissement et prévenir des inondations et des sécheresses. Hein, c'est le calibrage. Nous avons 3 priorités. La santé, au travers du programme One Health des Nations Unies, car on ne peut pas laisser mourir ceux que nous allons nourrir. La deuxième priorité, c'est la nourriture. Et la troisième priorité, et j'insiste là-dessus, c'est la nature. Ne massacrons pas la nature pour ce qu'elle doit nous donner. Et trouvons l'équilibre judicieux pour l'eau, entre l'eau pour l'humain et l'eau pour la nature. Et puis nous avons 3 familles d'outils. L'innovation, dont certains parleront mieux que moi, l'innovation digitale, technologique, mais l'innovation à travers l'intelligence humaine et pas simplement à travers l'intelligence artificielle. Et au-delà de l'innovation, la gouvernance et le financement. C'est une parfaite transition, Monsieur Fauchon, en parlant de gouvernance, pour qu'on s'oriente vers notre prochain intervenant. Mais je tenais à vous remercier pour cette première contribution qui est un véritable état des lieux, factuel, avec des chiffres et qui établit les priorités, les urgences, mais aussi les pistes d'action. Je vous en remercie. Je me tourne maintenant vers son Excellence, Monsieur Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau pour le Royaume du Maroc. Pouvez-vous partager avec nous le cas du Maroc? Comment et pourquoi cette question de l'eau est aujourd'hui au cœur de l'agenda public? Et aussi, quels sont les principaux chantiers d'envergure ouverts, autant en termes d'infrastructure que d'innovation, mais aussi de gouvernance? Alors, je vous remercie. Je voudrais, pour ma part, tout d'abord, rappeler le fait que s'il y a encore des climato-sceptiques dans ce monde, le Maroc, cette année, a montré parfaitement, en fait, l'impact des changements climatiques. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien comprendre, en fait, l'évolution. Tout d'abord, en fait, nous avons eu une hausse des températures qui a atteint, et on le vit aujourd'hui, en plein mois d'octobre, qui est de 1,8 degrés supplémentaires par rapport aux moyennes saisonnières. Quand on dit hausse de température, ce qui implique nécessairement une évaporation. Donc de l'eau, on perd 1,5 million de mètres cubes jour, et sans parler évidemment des effets majeurs sur la nature et sur l'agriculture donc de notre pays, et vous avez vu l'impact que ça a eu sur nos oliviers, etc., et avec une baisse importante de la production liée, je dirais, donc à cela. Deuxième élément d'analyse, c'est évidemment la sécheresse. Nous avons eu aujourd'hui donc une baisse importante des apports en eau. Pour vous donner un ordre de grandeur, entre 1945 et 1980, nous avions 22 milliards de mètres cubes d'apports. Entre 1980 et 2023, on est descendu à 14 milliards de mètres cubes d'apport. Et l'année 2023, on est descendu à 3,8 milliards de mètres cubes d'apport. Donc, il vous montre cette tendance baissière qui est structurante, qui est là, et qui, évidemment, a un impact majeur, évidemment, sur nos modes de vie, mais aussi sur la problématique donc, de l'accès à l'eau potable, et aussi sur la problématique de l'accès à l'eau d'irrigation, avec tous les impacts qu'il y a eu sur la baisse des superficies donc cultivées, et par conséquent, une baisse de production, donc une augmentation
de la demande par rapport à l'offre, donc une augmentation des prix des produits alimentaires. Troisième donc, élément qui démontre en fait que les changements climatiques sont une vraie réalité, moi je parlerai plus de dérèglement climatique, c'est que nous avons la même année, une année sèche, on s'est retrouvé avec des inondations importantes. Et en plus, dans une zone où il ne pleut pas depuis 10 ans, c'est-à-dire dans le sud-est et également dans l'est du pays et dans le sud du pays. Nous avons eu un niveau de crue jamais égalé, où on a eu des crues millénaires de 3200 mètres cubes seconde, ce qui vous montre l'importance donc des crues que nous avons. Et tout ça montre bien véritablement que nous avons on est exactement dans les phénomènes extrêmes, et cela la même année, et on a eu 2 crues en septembre et en octobre, donc avec des niveaux aussi importants. Donc tout ça pour démontrer qu'aujourd'hui, on doit absolument revoir et mettre évidemment l'eau au centre de toutes nos préoccupations. Et dans ce cadre-là, le souverain, comme vous le savez, a fait de l'eau la priorité des priorités. D'abord, 2 discours dédiés à l'eau, et le dernier en date, ça a été le discours du trône. Il y a eu aussi le discours devant le Parlement. Et deuxième chose, il y a eu 2 réunions de travail qu'il a présidées personnellement sur la problématique de l'eau. Et je dois dire qu'il nous a fixé une ambition majeure, des objectifs très ambitieux. 1, faire en sorte à ce que 100% de la population ait de l'eau potable. Et comme vous le savez, ce n'est pas une chose facile, notamment au niveau du monde rural et même au niveau du monde urbain. On a des difficultés pour certaines villes d'assurer la continuité de l'accès à l'eau pour tout le monde. Deuxième élément important, c'est assurer, quel que soit en fait le niveau de pluviométrie que nous avons, 80% de l'eau pour l'irrigation. Donc tout ça implique véritablement donc des ruptures. Alors la première rupture que nous avons faite, c'est de passer à une politique qui se basait uniquement sur les barrages et sur évidemment les nappes souterraines, à une politique en fait qui soit plus équilibrée et qui intègre les zones non conventionnelles comme étant partie prenante de ce mix hydrique nécessaire pour répondre à ces attentes. Et dans ce cadre-là, sur les zones non conventionnelles, nous avons un projet important, un programme important. Nous sommes aujourd'hui à 192 millions de mètres cubes avec 14 petites stations de dessalement. Et on va passer à 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Jamais un pays n'a eu un programme aussi important, aussi ambitieux, en un temps aussi limité. Et nous sommes inscrits, et je tiens à insister sur ce point, dans une logique de nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire, puisque toutes ces nouvelles centrales reposent sur l'énergie renouvelable et que toutes ces nouvelles centrales ont une composante eau potable et une composante agricole, puisque 500 millions de mètres cubes vont être dédiés pour irriguer 100 000 hectares donc, au niveau de notre pays, sans parler évidemment de la réutilisation des eaux usées, pour laquelle aussi nous avons une ambition importante. Nous sommes à 40 millions de mètres cubes aujourd'hui. On va passer à l'horizon 2027 à 100 millions de mètres cubes et nous allons passer à l'horizon 2035 à 350 millions de mètres cubes. Alors, pour le reuse, en fait, c'est dédié évidemment aux espaces verts, c'est dédié aussi aux voiries, mais nous allons également l'utiliser pour des raisons industrielles et nous allons également l'utiliser pour l'agriculture, notamment pour l'arboriculture. Alors, deuxième grande rupture que nous avons faite dans le cadre de la politique hydrique, c'est que au lieu de tout concentrer sur l'offre, c'est-à-dire avec la politique qu'avait lancée Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, la politique des barrages, aujourd'hui, il y a lieu aussi de l'accès sur la demande. Et donc, on est toujours dans cette logique d'équilibre entre mobilisation de l'offre, mais aussi donc une meilleure, je dirais, utilisation et plus d'économie de l'eau. Et dans ce niveau, évidemment, il y a tout ce qui a trait à l'agriculture avec la généralisation d'utilisation du goutte à goutte et aussi l'exploitation et la recherche-développement pour avoir des cultures moins consommatrices en eau. Nous avons réussi à travers l'Institut agronomique à produire
une semence au niveau des céréales qui consomme 30% de moins d'eau. Deuxième chose, il y a tout ce qui est efficience hydrique et nous avons des taux de rendement donc qui sont différenciés mais qui tournent pour l'eau potable autour de 72-73%, donc avec une des fuites donc assez importante. Et nous avons pour l'agriculture, là, nous avons des pertes énormes qui sont de l'ordre de 50%, voire plus, puisque ce sont des canalisations ouvertes avec beaucoup d'évaporation et beaucoup de vol d'eau, donc ce qui rend les choses encore plus compliquées. Troisième, donc, et puis sans parler évidemment de tout ce qui est efficience hydrique en termes de techniques d'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons, M. Fauchon le rappelait, sur de la contractualisation avec l'industrie. Toutes les nouvelles zones industrielles imposent l'utilisation du reuse et du dessalement. C'est sur le tourisme également. Nous travaillons sur un contrat programme pour améliorer et réduire la surutilisation de l'eau donc au niveau touristique, et sans parler aussi des autres secteurs d'activité concernés, dont l'administration qui consomme elle-même 5% de l'eau, ce qui est énorme. Troisième et dernière rupture, en fait, elle vise essentiellement, et là je tiens beaucoup à insister sur cette question, sur le fait de passer d'une logique de court terme à une logique de long terme. Et à ce niveau, il faut le dire, malheureusement, le Maroc a connu, au cours des années 80 jusqu'à aujourd'hui, une surexploitation des nappes souterraines. Et il faut le dire, cela risque de... Et nous avons déjà des dizaines de milliers d'hectares qui ne sont plus utilisables parce que, on parlait de préservation des sols, parce qu'on a surexploité ces nappes et qu'il n'y a plus d'eau où il y a de l'eau, je dirais, saumâtre, donc qui vient empêcher toute production. Donc ça, c'est un élément essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé toute une analyse sur nos eaux souterraines, d'abord pour mieux les connaître, et deuxièmement, c'est ce qu'on dit rendre visible l'invisible, et deuxièmement, faire en sorte aussi à ce qu'on puisse mettre en place des contrats de nappes et de la recharge artificielle de ces nappes pour pouvoir assurer la pérennité et aussi la durabilité de l'utilisation de ces nappes. Toujours en raisonnant par rapport au passage du court terme au long terme, nous avons mis en place pour l'ensemble des agences de bassins, et donc pour les bassins, tous les bassins du pays, des plans régionaux à l'horizon 2050, qui identifient en fait les besoins futurs, qui intègrent en fait les changements climatiques avec une baisse de 20 à 30% des ressources en eau à l'horizon 2050, et troisièmement, qui intègrent aussi les mesures à prendre pour pouvoir répondre, je dirais, à ces besoins et avoir cette politique intégrée qui fait en sorte à ce que toutes les parties prenantes sont mobilisées pour y répondre. Et enfin, vous l'avez dit, il y a aussi l'aspect culturel qui est essentiel. La culture est au centre et les valeurs sont au centre de ce développement. Il faut rappeler que le Maroc avait une culture de la gestion de l'eau, avec les khtara, etc., historiquement, et on avait une culture du partage, une culture aussi de l'économie de l'eau, qu'on a perdue malheureusement, et aujourd'hui il s'agit de développer notre propre culture pour faire en sorte à ce qu'il y ait une véritable sensibilisation, mais aussi qu'il y ait une responsabilisation des citoyens quant à l'utilisation de l'eau. Votre Excellence, merci beaucoup d'avoir présenté le modèle marocain en commençant tout d'abord par rappeler l'urgence du stress hydrique et de ses liaisons avec le changement climatique, mais aussi d'avoir expliqué la feuille de route de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et d'avoir présenté l'approche accès-résultat et l'intersectorialité de la gouvernance que vous allez adopter avec nos vœux de succès. Et aussi, je suis heureuse de voir qu'il y a des jeunes et des parties prenantes de tous les secteurs présents avec nous, et j'espère qu'on portera tous ce combat pour l'eau dans notre pays, notre continent. Je m'oriente vers un autre secteur maintenant, le secteur privé. Monsieur Cyril Courjaré, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous, vice-président du groupe Suez, qui, je le rappelle, est présent dans plus de 70 pays, notamment en Afrique, et qui est un acteur mondial qui offre des solutions innovantes dans le secteur de l'eau notamment. Je voudrais vous poser la question concernant le rôle des technologies innovantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent jouer comme rôle dans l'amélioration de la gestion des ressources en eau en Afrique notamment? Et pouvez-vous partager avec nous les solutions et projets menés par le groupe Suez dans ce sens? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation.
Je ne reviendrai pas sur l'augmentation des besoins en ressources tels qu'ont été présentés par le ministre et le ministre Baraka et le président Fauchon. Je pense qu'elles sont unanimement partagées. Je rajouterai juste que que la croissance démographique impliquera également une nécessaire croissance de l'agriculture et donc un facteur exponentiel des besoins en eau. Et face à ça, que peut-on faire? En quoi le secteur privé est-il en mesure de contribuer? Deux aspects me semblent essentiels. Le premier, c'est de préserver ce qu'on a déjà, préserver la ressource, préserver les ressources. Et puis le deuxième, qui est d'augmenter ces ressources. Parce que finalement, le meilleur investissement, c'est celui qu'on ne réalise pas d'une certaine façon, parce qu'on n'en a pas besoin, et parce qu'on a optimisé les assets, les infrastructures existantes. Alors comment fait-on? D'abord, on lutte contre les fuites, on améliore le rendement de nos réseaux, le fameux non-revenue water en anglais. Un exemple de ce que le groupe Suez a pu faire, à Macao, on est passé de 30% de pertes à moins de 7% en 15 ans, avec l'application de technologies digitales. Et vous avez raison, Président Fauchon, ça ne fait pas tout, mais ça permet d'aller plus vite quand même, à partir du moment où on a les bons ingénieurs et techniciens à même de faire le suivi de ça. C'est la gestion de la pression, c'est la sectorisation, c'est de faire en sorte de mettre les outils à disposition de l'homme ou de la femme pour faire en sorte d'avoir les meilleures analyses pour avoir une gestion optimisée des réseaux. Le deuxième aspect, c'est améliorer l'efficacité énergétique. Les stations d'épuration, productrices de biogaz à travers la méthanisation. Exemple, nous exploitons depuis maintenant 15 ans une des plus grandes stations du monde, celle de Gabal El Asfar au Caire en Égypte. 65% de la consommation d'énergie de la station d'épuration est générée par le biogaz produit par la même station. Et puis le dernier élément, c'est en quoi on peut préserver l'existant en anticipant les événements climatiques majeurs. Et évidemment, le président Fauchon faisait référence à Valence aujourd'hui, qu'on a tout en tête, sans parler d'événements à ce point exceptionnel. On a mis en place dans beaucoup de villes une gestion dynamique liée à la météo qui permet d'anticiper les pluies majeures et de faire en sorte que le réseau puisse accepter la majorité de ces pluies inhabituelles. Deuxième aspect, après la préservation, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant, et il faut investir dans l'augmentation des ressources. Et le ministre Baraka l'a bien mentionné, la réutilisation des eaux est un facteur essentiel. Et je citerai en exemple le contrat que nous avons avec l'ONAS en Tunisie, avec l'appui de la Banque mondiale, qui consiste à exploiter les réseaux et les stations d'épuration du Grand Sud tunisien, d'upgrader, d'améliorer le fonctionnement des stations d'épuration en rajoutant des traitements tertiaires de façon à pouvoir faire de la réutilisation en agriculture et donc préserver la ressource qui était jusqu'à présent utilisée par ces mêmes agriculteurs. Mais c'est aussi de nouvelles sources, de nouvelles ressources, et le Maroc est absolument exemplaire dans son programme de dessalement qui vient d'être présenté par le ministre Baraka, et l'industrie. Et au-delà des capacités de négociation absolument remarquables des autorités marocaines qui leur ont permis d'avoir, je pense, le tarif le plus attractif au monde, les industriels avons énormément travaillé de façon à baisser le coût du dessalement. Il est passé en une quinzaine d'années, pour faire très simple, de 10 dirhams à 5 dirhams le mètre cube, en diminuant par 4 la consommation nécessaire pour produire un mètre cube, et puis en optimisant l'intégralité des consommations, que ce soit des énergétiques, j'en ai dit, mais aussi de réactifs chimiques.
Donc voilà, deux aspects importants sur lesquels le secteur privé, et puis je parlerai peut-être si vous m'en donnez l'occasion des PPP, de la nécessaire coordination, collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour mener à bien ce défi absolument immense qui est celui de donner, comme le disait le ministre Baraka, de l'eau à 100% de la population et traiter, n'oublions pas, traiter l'assainissement parce que c'est générateur de maladies et donc de faire en sorte de préserver la santé de la population. Merci. Merci beaucoup. Et félicitations pour tout le travail et toutes les solutions ingénieuses qui sont proposées dans ce domaine et partagées, parce qu'il s'agit aussi de partage en domaine de coopération avec le reste des pays dans lesquels vous êtes implantés. Now I would like to ask a question to Leila Anouri, Mrs. Leila Anouri, Morocco Country Program Coordinator for the United Nations International Fund for Agricultural Development. Could you share how IFAD supports countries' national water investment efforts, and what role does this fund play in fostering sustainable agricultural development and water sustainability in Africa and in Morocco in particular? Thank you so much, Lamia. It's a great pleasure to be here today and to be back to my country, and especially to be back to Tangier after 24 years. Let me start by introducing IFAD, which is the International Fund for Agricultural Development. It's a United Nations specialized agency, and the only UN agency that's a financial institution as well. It was founded in 1977, and since then, IFAD has been working on reducing poverty in rural areas and in promoting climate-smart agriculture and food security. With that said, water has always been on the top list of IFAD's mandates, and that's why IFAD's President, Dr. Lario, is the chair of the UN Water, and IFAD has always, as I said, put water conservation and water management, water resources management on top of its investments, and IFAD's ongoing investment in water, especially water projects and activities, amount to $2.85 billion. And so in Africa, IFAD has been present since 1977, and until now it has invested around $10 billion in the African continent and benefited more than 40 million people. In Africa, our work is mostly based on water scarcity, drought issues, and implementing and promoting climate-smart practices. In Morocco, IFAD has financed 16 projects until now, and with a total budget of $1.7 billion, and that has benefited 3.6 million Moroccans. And so, as I said, water has always been the main, I would say, pillar of agriculture development. And I should mention that every $1 that's invested in water today would economize and would make us gain $7 in disasters. And so I would also mention that our projects aim to improve irrigation efficiency and water management, and increase water
water efficiency and water use in rural areas and mainly in mountainous areas. Thank you. Thank you very much for your presentation of the work that is undertaken by IFET and by also concretely describing the projects that are on their path to concretization in partnership with the Moroccan government. We wish you every success. Je voudrais maintenant passer à Monsieur Patrice Fonladossa, président du think tank Ressources, ami du Maroc également, et aussi ancien président à la tête de nombreux groupes dans le secteur des énergies. Monsieur Cyril avait fait une parfaite transition avec votre intervention puisque je vous pose une question sur les PPP. En quoi le partenariat des acteurs publics et privés est non seulement nécessaire, mais il est un véritable facteur de sécurisation des investissements dans le secteur de l'eau. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'Institut Amadeus de m'avoir invité encore cette année, à Brahim Fassifiri en particulier, cher ami, dont je vois les Mid-Days chaque année devenir un événement plus important encore que l'année précédente. Cette année, c'est formidable. Ce sujet aujourd'hui de l'eau et des PPP dans ce domaine-là, je pense qu'il est intéressant de pouvoir mettre en avant plutôt la collaboration que l'opposition. Bon, je suis français. En France, on a le sens de la contradiction et c'est vrai que très souvent, on voit un certain nombre de politiques s'emparer du sujet des PPP pour en faire un argument d'opposition plutôt que de trouver la réalité de la collaboration dans ce qu'on appelle les services publics d'une façon générale et évidemment l'eau en particulier. Alors ici, je vais prendre l'exemple peut-être que je connais le mieux ici au Maroc. Vous le savez sans doute, bon, j'ai dirigé les équipes du groupe Veolia sur l'Afrique et le Moyen-Orient pendant plus d'une vingtaine d'années et donc en particulier, j'ai accompagné, Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à de nombreuses reprises sur ce sujet. J'ai accompagné effectivement le développement du groupe Veolia au travers d'Amendis, de la Redal et d'Amanor. Pour prendre simplement les raisons objectives, je vais en citer 2 ou 3 raisons objectives qui font qu'un PPP délivre. Un PPP permet d'avancer effectivement plutôt en alliance qu'en opposition. D'abord parce que le partenariat public-privé permet d'allier des financements. À la fois des financements qui peuvent être concessionnaires, qui sont donc accessibles à peu d'argent, entre guillemets, mais aussi avec des financements de projets privés qui sont levés en monnaie locale. Et par exemple, ici au Maroc, c'est ce qui a été le cas. L'ensemble des financements, je pense par exemple à l'assainissement de la baie de Tanger, a été fait bien évidemment en dirham marocain et avec des banques marocaines. Donc on parle là effectivement d'une richesse qui se crée localement et qui reste effectivement, je dirais, répartie localement. Donc la première chose, c'est la mixité, je dirais, des financements qui en rend le coût moins onéreux. La deuxième chose, c'est que le PPP permet de répartir les risques. La partie, je dirais, la partie publique va définir exactement l'attente des populations en termes de taux de connexion, en termes de vitesse d'investissement et va contrôler le concessionnaire dans cette manière, tout en lui infligeant, le cas échéant, des pénalités. Ça arrive dans tous les contrats. Les contrats qui sont ici au Maroc ont été très bien faits. Il y a eu Casa, il y a eu Rabat, il y a eu Tanger, il y a eu Tétouan, il y en a d'autres évidemment dans d'autres villes. Et sur une durée, je dirais, d'un peu plus de 20 ans, a pu effectivement délivrer les résultats qu'on connaît en termes d'accès, qui place le Maroc aujourd'hui, et je ne suis pas avocat spécialement du pays, mais simplement je regarde les faits, qui place le Maroc comme étant effectivement le premier pays du continent africain aujourd'hui, très très largement devant l'ensemble des autres pays en termes de taux d'accès, tant d'ailleurs sur le domaine de l'eau que sur le domaine de l'électricité. Je reviens peut-être sur un troisième point important sur les PPP, c'est que les PPP, ce terme un peu barbare, s'assied en fait sur tout un régime juridique et contractuel qui est défini et accord parti. C'est-à-dire que l'investisseur privé sait ce qu'il va, il a une vision devant lui de la rentabilité qu'il attend s'il est capable d'effectuer effectivement le travail qu'on lui demande. En même temps, pour la partie, je dirais, publique, elle s'assure de la pérennité de l'investissement. C'est pas quelqu'un qui va venir construire une station de traitement et hop, s'en aller pour laisser effectivement les malfaçons, la mauvaise opération dans le temps. Donc il y a une responsabilité partagée, le public définit, le privé exécute,
mais il l'exécute avec tout son savoir-faire, sa technologie. Et là, il apporte effectivement ce que le public n'a pas forcément, c'est-à-dire les dernières innovations, les bureaux d'études et de recherche qui sont mondiaux dans certains groupes et qui permettent de délivrer localement de véritables plus-values. Le dernier point, enfin, c'est que tout ça, ça suppose une volonté, j'allais dire, politique de long terme, une vision de long terme. Je dirais que les acteurs privés, je pense que Cyril, tu en seras d'accord aussi, mais les acteurs privés ont trouvé au Maroc aujourd'hui, en fait, un interlocuteur qui a cette vision du long terme. Lorsqu'on regarde la politique de l'eau dans ce pays, elle a été définie par le père déjà de Sa Majesté Mohamed VI. Donc, il avait déjà démarré les premières politiques de barrage, puis ensuite a mis en place et a suivi, exécuté effectivement ce qu'il a considéré, ce que le royaume d'une manière générale et l'ensemble du gouvernement dans son ensemble considèrent comme étant une priorité première. Cet accès à l'eau et à l'énergie, je dirais, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui l'ont mis effectivement dans ses premières politiques publiques et qui ont accepté, je dirais, d'apporter une partie du financement. Voilà, donc le Maroc maintenant est rentré dans une autre phase, qui est une phase effectivement de reprise en main par la chose publique. Des investissements majeurs ont été faits. Il y a une deuxième phase d'investissement qui va être liée, je crois, au programme de dessalement. Elle est de nature un peu différente. Elle est là aussi sur des montants très importants. Mais bon, je voulais donner cet exemple du Maroc parce que on a le recul maintenant et on sait à la fois les vicissitudes de ce que peut être un PPP, c'est-à-dire les difficultés de négociation qui peuvent exister, et en même temps, je dirais, les résultats qui sont des résultats probants, prouvés, et dont bénéficient en fait les Marocaines et les Marocains. Merci beaucoup, parce que le PPP, je vous remercie. Merci d'applaudir l'ensemble des intervenants. Je suis très, très, très heureuse de voir qu'il y a une véritable complémentarité, qu'on puisse réellement discuter de cette question dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions. Et merci aussi d'avoir montré que le PPP n'était pas juste une dimension, mais le core, comme on dit, vraiment le fondement de cette stratégie sur l'eau, et aussi qu'elle nécessite un modèle et des postures qui soient complémentaires et bien définies. Je reviens vers Monsieur Loïc Fauchon, toujours avec nous, et on est très très honoré d'avoir votre expertise. Aussi un ami du Maroc. Vous m'avez dit le Maroc est votre pays d'adoption, et on en est heureux. La question que je vous poserai, c'est quelles leçons, quels enseignements pouvons-nous tirer justement de l'expérience marocaine qui puissent bénéficier au contexte émergent? Parce que c'est aussi ça les Meddays, partager les expertises et les expériences. Plus une goutte d'eau à la mer. Est-ce que les jeunes qui sont dans cette salle savent qui a prononcé ces mots il y a déjà quelques décennies? Hassan II. Et cette phrase, elle a fait le tour du monde. Et beaucoup de pays s'en sont inspirés. Que voulait-il dire? Chaque goutte d'eau compte. Et nous allons les valoriser. En 2002, je me trouvais dans le sud du pays. Sa Majesté m'a fait venir ici à Tanger, au Palais, et m'a dit « J'ai décidé de créer un Grand Prix de l'eau qui s'appellera le Grand Prix Hassan II de l'eau, et je vous demande de l'incorporer dans les forums mondiaux de l'eau qui se tiennent tous les 3 ans. » Ainsi fut fait. Et cette année, à Bali, avec le ministre Baraka, nous avons attribué, après les travaux d'un jury important, et près d'une centaine de candidatures, nous avons attribué le prix à une organisation proche du FIDA qui s'appelle la FAO, que tout le monde connaît, parce que nous voulions montrer avec le ministre Baraka que le sujet de l'eau pour la nourriture était absolument essentiel pour le futur, et M. Conjaré l'a bien souligné. Alors, comment vous dire un peu du mal que je pense du Maroc? Les Marocains ressemblent un peu aux Français de temps en temps, parce qu'ils sont souvent mécontents, ils bougonnent, comme nous le faisons très bien en France. Mais vous savez, en toute matière, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Pour le savoir-faire, les Marocains sont au top. Ils sont en Champions League. Et brillants dans la Champions League.
Pour le faire savoir, ils sont un tout petit peu plus bas. J'ai coutume de dire à mes amis marocains, qu'ils soient des responsables politiques, techniques, vous êtes trop modestes. Vous pensez que vous ne faites pas suffisamment bien. Peut-être, mais regardez vos voisins. D'un peu partout, je ne vise personne. Regardez vos voisins qui, dans certaines villes, distribuent de l'eau 6 heures toutes les semaines. M. Courjaret a travaillé chez le voisin, moi aussi, nous en savons quelque chose. Et donc, regardez les choses en face. Et je m'adresse aux jeunes qui sont dans cette salle, nombreux, je le vois. À Bali, j'ai surpris tout le monde à l'ouverture devant Elon Musk et le président de la République en disant aux jeunes « Soyez des water warriors ». Le mot « warriors », il parle dans tous les pays. Soyez des combattants de l'eau. Bien sûr, des guerriers, mais des guerriers pacifiques. Œuvrez pour l'eau dans le futur. Et le Maroc a beaucoup à dire. Le Maroc a tant de choses, tant de belles histoires à raconter en matière d'eau. On a parlé du coût du dessalement. Ça va plus loin. À Bali, M. Baraka a fait une annonce dont je regrette qu'elle n'ait pas été reprise dans le monde entier. Il a dit, sur l'unité de dessalement de Dakhla, nous arriverons sans doute à 0,3. Pourquoi? Parce que ce sera sans doute la première unité de dessalement du monde qui fonctionnera totalement avec du solaire et l'énergie. C'est une révolution. Et bien sûr, bientôt, Casablanca, sans doute Rabat plus tard, avec à peu près les mêmes prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'expertise du Maroc, sans doute 50, 60, 80 pays dans le monde vont pouvoir avoir accès au dessalement s'ils fonctionnent avec des énergies renouvelables. Et je voudrais dire aujourd'hui, puisque le ministre m'y a autorisé, c'est un début de scoop, Monsieur le ministre, nous travaillons main dans la main à la création d'un centre mondial pour les eaux non conventionnelles couplées aux énergies renouvelables. Et ce centre, le Conseil mondial de l'eau a l'intention de proposer qu'il soit au Maroc. Merci. Et j'espère... Non, attendez, j'ai pas fini les annonces. Et j'espère que nous pourrons le consolider et le jeter, comme on dit chez nous, sur les fronts baptismaux à l'occasion de la prochaine Assemblée générale du Conseil mondial de l'eau qui aura lieu au Maroc, à Rabat, grâce à l'invitation formulée par le gouvernement du Maroc et par le ministre Baraka. Voilà, soyez fiers de ce que vous faites, portez-le à l'international. C'est ce qu'on appelle, nous, maintenant, l'hydrodiplomatie. C'est la capacité à partager entre les peuples pour la paix de l'eau et Dieu sait que le monde en a besoin, la paix tout court. Merci. Merci infiniment. Il est en effet très important pour le Maroc d'exporter, de partager ses réussites, ses bonnes pratiques, ses expériences, son histoire aussi. Et je pense qu'en effet, il y a un grand travail à faire au niveau du storytelling, de la construction d'un narratif qui soit partageable pour partager ça et partager cette richesse avec les autres pays. Et je pense que ces annonces seront aussi la porte d'entrée pour cette nouvelle politique. C'est encore une fois une transition parfaite. Je vous remercie, Monsieur Fauchon, de m'aider à la modération avec Monsieur le ministre, puisque ma question porte sur la gouvernance. Quelles sont les dimensions que vous avez prévues pour la gouvernance, autant au niveau du contrôle, de la gestion des politiques et des programmes, que de la mobilisation citoyenne? Très bien. Alors, par rapport à la gouvernance, comme vous le savez, la loi sur l'eau a été pionnière pour apporter en fait accorder une dimension importante à la gouvernance à travers la mise en place d'agences de bassins. Et en fait, ces agences ont un rôle important parce qu'elles planifient. Et c'est la raison pour laquelle j'avais parlé
de la mise en place donc des PDR, donc des plans de développement à l'horizon donc 2050. Elles régulent l'eau et elles assurent aussi donc cette gestion participative et cette gestion intégrée de l'eau. Et ce qui est important pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une agence des bassins, c'est qu'il y a dans le conseil d'administration tous les acteurs de l'eau. Il y a les représentants également des citoyens qui sont partie prenante. Mais à côté de ça, nous avons, à côté de l'agence, nous avons un conseil du bassin. Et ce conseil du bassin, c'est les associations de la société civile. C'est aussi un certain nombre d'acteurs donc dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, dans les domaines donc qui utilisent de l'eau, qui sont réunis et qui valident en fait les différentes orientations et les différentes politiques qui ont été mises en place. À côté de ça, nous avons, en plus de l'aspect territorial, nous avons évidemment le Conseil supérieur de l'eau et du climat qui donne une visibilité à long terme. Nous avons le comité de pilotage de l'eau qui est présidé par le chef de gouvernement, où il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Équipement et de l'eau, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, donc l'ONI qui est aussi une partie prenante essentielle, et évidemment le ministère de l'Économie et des Finances, sans quoi on ne peut rien faire. Donc c'est aussi donc un comité. Et il y a aussi le Comité national de l'eau que préside le ministre de l'Équipement et de l'eau, qui regroupe aussi un certain nombre de directeurs pour pouvoir préparer un peu toutes les décisions qui sont prises. Et évidemment, il y a aussi le programme national 2027 qui a été donc validé par le souverain et qui a fixé un certain nombre de priorités et grâce auxquelles nous avons réalisé un certain nombre de choses. Mais ce qui est important, en fait, et vous avez parlé aussi de cet aspect de comment mobiliser aussi les citoyens par rapport à tout ça, je crois que la meilleure façon de mobiliser les citoyens, c'est d'abord de les conscientiser, donc faire en sorte à ce qu'ils prennent conscience de la situation hydrique, mais aussi des changements de comportement nécessaires. Et nous avons lancé en fait un site qui s'appelle Mediana.com, donc et où il y a tout ce qui se fait, Mediana. Donc il y a tout ce qui se fait donc en la matière, la situation des barrages. Et je peux vous dire qu'on est très consulté, donc ce qui montre véritablement que tout le monde suit un peu cette situation. Et deuxièmement, il y a aussi tout ce qui se réalise donc en termes de mesures qui sont prises par le pays, mais il y a aussi les actions qui sont faites par la société civile, parce que nous tenons à valoriser la société civile, et aussi l'aspect recherche. Et tout ce qui se fait en termes d'études au niveau des universités se retrouve aussi publié dans ce cadre-là. Mais au-delà de tout ça, et vous avez parlé de faire savoir, alors moi je voudrais rapidement, puisque M. Fauchon a parlé de la problématique qui risque de se poser à Tanger, par exemple par rapport à Tanger, nous avons mis en place, je dirais, toute une vision. D'abord, nous avons agi dans l'urgence, parce que comme vous le savez, Tanger donc avait des difficultés en termes hydriques, malgré que c'est une zone où il pleut beaucoup, mais il pleut beaucoup en mer. Et donc finalement, on n'arrive pas à récupérer suffisamment d'eau au niveau des barrages. Dans ce que nous avons fait, nous avons lancé la surélévation du barrage Ibn Battuta, donc pour avoir plus de capacité en termes de mobilisation. Nous avons décidé aussi de mettre en place une nouvelle canalisation entre le barrage de Khroufa qui est à l'arrache et le barrage de Ouad el-Makhazine, parce on est aujourd'hui autour de 75-80% de taux de remplissage de Ouad el-Makhazine, pour donner 100 millions de mètres cubes au barrage Khroufa, et il y a une canalisation entre le barrage Khroufa et Tanger pour assurer l'eau pour la ville de Tanger. Et enfin, nous avons lancé, suite aux orientations du souverain, une nouvelle station de dessalement pour la ville de Tanger, qui répond aux besoins, je dirais, actuels, mais aussi aux besoins futurs. Et on parle de 150 millions de mètres cubes donc dans ce cadre-là. Et par conséquent, comme vous voyez, on agit sur l'aspect barrage, on agit sur l'aspect, je dirais, réseautage, mise en réseau des barrages, et on agit aussi sur l'aspect dessalement eau non conventionnel, sans parler aussi de tout ce qui s'est fait. Et je tiens à féliciter Veolia aussi pour le travail qui a été fait en termes de, je dirais,
en termes d'amélioration des rendements. Je tiens à dire que la ville de Tanger avait des niveaux très bas. Là, on est autour de 80%. Donc, il y a une amélioration nette et donc on a moins de pertes. Et c'est aussi un élément en termes d'économie d'eau qui a été faite. Je ne peux pas ne pas parler de Casablanca et de l'axe Rabat-Casablanca sans parler du projet royal de l'autoroute de l'eau. Alors, ce projet a une importance particulière parce qu'on est exactement dans ce que disait M. Fauchon, plus d'une goutte d'eau en mer. Et on avait minimum 700 millions de mètres cubes qui allaient chaque année en mer. Donc, nous avons mis en place, donc, en intervalle de 8 mois, donc une autoroute de l'eau de 67 km qui va du Sbou vers le Bourg-Grec et qui a permis de déplacer, en fait, de transférer 450 millions de mètres cubes et qui a permis d'assurer, parce que sans ça, au mois de décembre, le 18 décembre exactement, de l'année dernière, on aurait eu des coupures d'eau à Rabat et à Casablanca, dans toutes ces zones, qui a permis d'assurer, en fait, donc un transfert important d'eau, puisqu'on, comme je vous ai dit, on reçoit 1 250 000 mètres cubes jour. Mais comme c'était insuffisant pour Casa Sud, la région de Stats, de Berchid, etc., nous avons demandé à l'OCP d'augmenter ses capacités en termes de dessalement au niveau de Jofre Asfar pour transférer cette eau et on a commencé à obtenir les premiers centaines de milliers de mètres cubes. L'idée, c'est d'arriver évidemment à 60 millions de mètres cubes, donc d'ici janvier prochain, et qui permettrait de garantir l'eau le temps que la grande station de dessalement de Casablanca, qui est prévue pour 2027, soit donc mise en place pour répondre à l'ensemble de ces besoins, dont 50 millions qui va aller vers l'irrigation, pour pouvoir aller vers le transfert de ce que nous avons commencé. Et l'idée majeure pour arriver jusqu'au barrage de Messira, qui était en fait l'alpha et l'oméga de finalement des sources d'eau pour la ville de Casablanca et toutes les villes avoisinantes et même la ville de Marrakech. Je tiens à rappeler, pour que vous le sachiez, nous avons une capacité de 2,7 milliards de mètres cubes. Nous sommes à autour de 27 millions de mètres cubes uniquement. On est à moins de 1%. Et donc aujourd'hui, l'idée, et c'est ce qui a été dit par le souverain donc au niveau du discours et qu'on va réaliser, c'est qu'on va transférer de l'eau du Lao, c'est-à-dire dans la région du Chaouen, vers le Loukos, vers Sbou, vers le Bourg-Grec, pour arriver jusqu'à Oumarbe, jusqu'au barrage de Messira, et qui permettra véritablement d'avoir une eau qui va être autour de 3 dirhams 50, donc moins cher que le dessalement, et qui va bénéficier aux populations, mais aussi à l'agriculture. Doukala n'a pas eu d'eau, ça fait 4 ans, donc aujourd'hui, grâce à ça, on va pouvoir remettre en place cela, et on va réussir quelque chose de très important, et je tiens à le dire, notamment par rapport aux jeunes ici présents, c'est qu'on va changer complètement, et pour moi c'est le véritable changement de paradigme qu'on a réussi et qu'on va réussir à faire, c'est qu'on va passer de la logique où on avait une solidarité de la campagne vers les villes, et notamment des zones montagneuses vers les villes, et notamment vers les villes côtières, pour aller à une solidarité ville-campagne. Et aujourd'hui, grâce à ça, nous allons avoir du dessalement qui sera fait à Esfi, qui va assurer l'eau de Marrakech, l'eau de Ben Guerir, l'eau de Youssoufia. On va aussi donner de l'eau à Khribga à partir de Jdida. Et donc, on va vers les villes intérieures. Et toutes les eaux qui étaient mobilisées en faveur des villes côtières vont rester dans les barrages au profit des villes intérieures et au profit du monde rural. Et cet esprit de solidarité que nous voulons donc développer au sein de notre pays, au niveau de toutes les régions de notre pays. Merci. Merci infiniment. Bravo pour toutes les réalisations et comme cela est confirmé avec votre ministère, c'est quand on a une gouvernance transparente avec une feuille de route claire, des échéances établies, un tableau de bord, c'est ce qui nous permet de faire des réalisations et de les suivre et donc on vous en félicite en espérant que tous les ministères suivent. Maintenant, je voudrais poser une question à Monsieur Courjaré. Je reviens vers vous. Je sais que les PPP vous tiennent à cœur. Et dans ce sens, je vous donnerai l'occasion d'en reparler et aussi d'insister encore plus sur les obstacles qui sont en fait présents par rapport à l'investissement privé et quelles incitations pourraient encourager le secteur privé à investir plus dans des solutions, qu'elles soient d'économie d'eau ou de réduction de pertes.
Merci pour faire suite à ce qui a été dit auparavant. Je voudrais simplement dire que le privé n'est pas la solution. Mais comme on a souvent coutume de le dire, il n'y a pas de solution sans la participation du privé, que ce soit en termes technologiques, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de solutions à proposer. Je pense que ce qui a freiné, quels ont été les obstacles, et je pense qu'en prenant le contre-pied des obstacles et ce qui a permis le développement des projets, des grands projets de PPP au Maroc, et on parlait du dessalement évidemment, mais on peut aussi parler des grands projets d'infrastructures d'énergie renouvelable au sens large. De quoi ont besoin les financiers? De stabilité politique du pays, de stabilité juridique, ne pas avoir de changement de loi intempestif par rapport à ce qui était préparé, et du temps long. Du temps long parce que plus les financements sont sur le long terme, plus on est capable de proposer des prix attractifs. Et donc c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de pays en Afrique. Les financements existent. Les institutions financières internationales et les banques privées ont des centaines de milliards de dollars à mettre sur la table. On manque de projets structurés qui permettent d'avoir les conditions de stabilité et de durabilité dont je parlais auparavant. Mais je pense aussi que les grands groupes internationaux comme Suez ont aussi à progresser de leur côté. Parce que il s'agit aussi alors c'est pas un des P de PPP, mais je pense que le partenariat n'est pas simplement avec les collectivités, avec les États, il est aussi avec le tissu économique dans les pays. Et je suis très fier qu'on ait pu signer lors de la visite du président Macron à l'invitation de Sa Majesté il y a quelques semaines avec le groupe Safari, un accord 50-50 équilibré pour pouvoir proposer des solutions technologiques innovantes aux sociétés régionales multiservices en création. Et je pense que cette confiance mutuelle est de nature à pouvoir développer ces PPP. Donc, l'argent existe. Il suffit, d'une certaine façon, de mettre en place les conditions qui permettent aux institutions financières, qu'elles soient privées ou publiques, d'accompagner les acteurs comme nous, en partenariat nous-mêmes avec des sociétés et des grands groupes locaux pour développer ensemble une solution pour les pays. Merci beaucoup. C'est une parfaite transcription de l'architecture modèle qui pourrait garantir le fonctionnement des PPP et aussi comment surmonter ces obstacles. Mrs. Leila Al-Nouri, I'm getting back to you with an important question, the question of inclusion. How to ensure that where investments are inclusive and equitable? How can local communities be effectively engaged in implementing sustainable water and sanitation solutions? Thank you, Lemia, for this very interesting question, because I would say that the key word here is engagement from the start. And all like water solutions must be community-led. And as I will quote here, President of IFAD during the 2023 UN Water Conference, when he said, communities are not beneficiaries, they are partners. And the moment we will change that mindset, and realize that communities must be involved from the design of the project so that can reflect their needs and priorities, and that will ensure the sustainability and the continuity of the infrastructure and the initiatives. I would like to mention here
very quickly an example of a project that was implemented in one of our African countries. And the project was like bringing water from like a well to the village to help women like save 5 kilometers of walk to go and reach for water. And the day they were inaugurating, everybody was happy, the experts, the investors, the government, except women who were supposed to be happy and benefiting from that project. So we found out that that trip to go and look for water was actually a moment for women to chit-chat. It was like a getaway, kind of. So the fact that women were not involved in finding the solution became like a problem. And so designing projects should definitely be respectful of like the cultural and the tradition of the local communities as well. And I would here emphasize on the participatory approach and the use of participatory tools like the PRMPs. And that will bring us to the importance of gender approach, and especially that women are like the primary users of water. And IFAD projects have shown that if we involve women in water resources management, we can decrease the water wastage by 25% and increase the agriculture productivity by 20% compared to areas where they were excluded. I would like to mention also the importance of private partnership, especially in local initiatives, and how the private sector can provide communities with affordable and low-cost water solutions. And I don't want to forget to mention the importance of combining local knowledge with advanced technology. And as His Excellency the Minister mentioned, the gem that we have here in Morocco, like the Khatara, if we can combine that with advanced technology, for example, AI, that would definitely be a big win in water conservation and water management. Thank you. Thank you so much for reasserting the importance of inclusion and the importance of considering local communities as actors of change that are indispensable rather than just beneficiaries. Je voudrais passer à Monsieur Patrice Fonladossa encore une fois pour compléter cette discussion qui, je pense, est très très riche et très multidimensionnelle. Et ça sera le dernier point pour clôturer. Je suis heureuse aussi qu'on soit parfait en termes de timing. On est assidu et discipliné, ce qui fera le bonheur des organisateurs. Et donc, je voudrais vous poser la question par rapport à l'investissement dans l'eau, oui, mais qu'en est-il du parent pauvre indispensable qu'est l'assainissement en Afrique? Oui, parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que de l'accès à l'eau potable. On a parlé de dessalement, on a parlé de technologie, on a parlé de tout ce qui est assez beau et ce qui est d'ailleurs pour les politiques formidable, parce que on peut les inaugurer, ça se voit, c'est concret pour les populations. Et on oublie assez souvent, et malheureusement sur le continent africain, ça mène vraiment à véritablement un désastre sanitaire. L'absence, en fait, ce que j'appelle moi le parent pauvre, qui est l'assainissement. Et c'est la raison pour laquelle je ne dissocie jamais l'eau de l'assainissement. Ce que d'ailleurs a fait, encore une fois, avec pas mal d'intelligence dans le design contractuel qui a été fait par les autorités marocaines, c'était de lier l'eau, l'assainissement et puis l'énergie pour une raison de financement de l'ensemble de ce secteur. C'est pour ça que les concessions avaient été mises au point de la sorte. Mais je voudrais vous rappeler quand même une chose, c'est que l'assainissement, au-delà des guerres, c'est la première raison pour laquelle on meurt en Afrique aujourd'hui. C'est la pollution des sols, et aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de millions d'enfants qui meurent chaque année, tout simplement parce que les sous-sols sont pollués. Les réseaux d'assainissement n'existent quasiment pas. Je vais vous prendre un autre exemple que je connais bien. Par exemple, dans un autre pays d'Afrique, alors c'est pas de la dénonciation, c'est juste factuel, et il y en a combien d'autres comme ça. Libreville n'a pas de réseau d'assainissement.
C'est la capitale du Gabon. Elle n'a pas de réseau d'assainissement. L'AFD, d'ailleurs, est en train d'essayer de faire une étude, ça fait des années que ça dure, pour essayer de proposer aux autorités publiques locales, enfin, de résoudre cette question. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tout passe, soit dans le sous-sol, soit dans la baie, en ce qui concerne Libreville. Je vous parle pas. Alors tout à l'heure, Loïc Fauchon a parlé de Kinshasa. On pourrait parler de Kinshasa de la même manière. C'est pas très glamour. Ça ne se voit pas. En général, les réseaux, évidemment, sont des réseaux enterrés. Les stations de traitement sont assez sophistiquées à réaliser quand même. Et pourtant, je pense que c'est un parent indispensable aujourd'hui dans les politiques publiques. Parler d'eau sans assainissement, je veux dire, c'est véritablement un gâchis d'argent et un gâchis de talent, tout simplement. Merci infiniment. Une urgence, en effet, à mettre au cœur de notre continent et j'espère aussi du savoir-faire marocain et encore plus de réussite, je l'espère. Donc un grand merci à ce panel extraordinaire que je vous prie d'applaudir. Notre discussion a été inspirante et riche et je suis objective. Nous avons réussi à explorer les intersections complexes liées à la résilience, à la sécurité hydrique et maintenant aussi à l'assainissement et alimenter des réflexions importantes sur les politiques, les innovations et les partenariats à mettre en place dans ce paysage continental et mondial en pleine évolution. Merci à tous et merci à tous d'être présents parmi nous. On va prendre une photo.